Bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une figure qui, donne la chair de poule. La Llorona. Nous avons des documents très intéressants sur son histoire. Surtout dans le Mexico colonial. Exactement. C'est le but, n'est-ce pas? Essayer de démêler les fils historiques et culturels derrière la légende. Comprendre comment cette lamentation, ce cri, passe d'une essence ancestrale au fantôme que nous connaissons tous. C'est le reflet de l'histoire mexicaine. Waouh! Ça! Oh! Mes enfants! Ça semble transcender le temps. N'est-ce pas? Pour bien comprendre, le document nous amène d'abord au Mexico colonial, une société, très structurée, oui, très hiérarchisée. Voyons voir, c'était une société où l'origine, la couleur de peau déterminait presque tout, les Espagnols de la péninsule au sommet, les indigènes à la base et les métis au milieu, dans une situation complexe. Parfois, les sources décrivent avec précision comment vivait l'élite au centre, et en périphérie, les populations les plus démunies, n'est-ce pas? Et l'Église. Bien sûr. Et l'omniprésente Église catholique, qui tente d'évangéliser et d'imposer sa vision. Mais les croyances anciennes, les croyances préhispaniques, étaient toujours présentes, souvent intimement liées de manière souterraine. Vous parlez de métissage. Et les documents dont nous disposons pointent précisément vers cela. Des racines préhispaniques possibles pour la Llorona, antérieure même à la période coloniale. C'est exact. Il existe également un lien assez fort suggéré avec Cihuacotl. Elle était une déesse mère mexica, associée aux présages, aux mauvais présages. Des chroniqueurs comme Sahagin ont recueilli des témoignages faisant état de lamentations nocturnes, juste avant la chute de Tenochtitlan. Un cri qui semblait dire quelque chose comme « Mes enfants, où vous emmènerai-je pour que vous ne vous perdiez pas ?» Oh! Que cette lamentation sur la catastrophe imminente et puissante. N'est-ce pas? À cause de la perte collective. Exactement. C'est un ego très puissant qui découle de ce traumatisme. Mais bien sûr, la version que nous connaissons le mieux, celle qui a survécu jusqu'à nos jours, est la version coloniale, celle de la femme. Enfin, la femme trahie, celle qui commet cet acte terrible contre ses enfants. Cette même. Il semble que cette figure préhispanique, cette lamentation, se confonde, disons, avec les récits apportés par les Européens. Les idées chrétiennes sur le péché, la culpabilité, le châtiment, et l'histoire la plus courante, celle détaillée dans les sources, est celle d'une femme, souvent indigène ou métisse, qui a des enfants avec un Espagnol aisé. N'est-ce pas? Mais il l'abandonne pour épouser une Espagnole. Bien sûr. De sa propre classe sociale. Et elle, désespérée. Par dépit. Noyer les enfants. Quelle brutalité! Cela reflète parfaitement ces tensions coloniales, n'est-ce pas? Le métissage perçu comme un problème, discrimination, sans aucun doute. Et le châtiment varie selon les versions. Parfois, elle se suicide ensuite, d'autres fois, elle est simplement condamnée à errer, à pleurer pour toujours. Il existe une variante très intéressante, mentionnée dans les documents, celle de Luisa, en plein centre-ville. Ah oui, l'amante d'un noble, n'est-ce pas, Don No? Voilà. Il l'abandonne, tue les enfants, tenez-vous bien, même l'Inquisition s'en mêle. Elle est jugée et son âme est condamnée à errer. Cela renforce considérablement l'idée de la légende,
comme une sorte d'avertissement moral. Bien sûr, comme un avertissement. Ne dépassez pas les bornes. N'est-ce pas? En partie, oui. C'était une façon de renforcer les normes sociales et religieuses. Mais le plus intéressant, et ce que les sources révèlent, c'est que cela peut aussi s'interpréter autrement. Comme un symbole de résistance, presque. La voix de la victime. Des opprimés. Waouh! Ces pleurs ne seraient pas uniquement de sa faute, mais l'écho de la douleur de tout un peuple. Vous savez? Le traumatisme indigène. Le métis sous le pouvoir colonial. Et l'image que nous avons d'elle est iconique. La robe blanche. Les longs cheveux lâchés qui flottent au lieu de bouger. Et ce cri paradoxal. Si vous l'entendez de loin. Il est proche. Ouf. C'est effrayant, oui, c'est un présage de malheur. Mais regardez, le plus frappant, c'est peut-être qu'elle soit toujours là. Ce n'est pas qu'une vieille histoire. Elle est toujours vivante. Exactement. Les sources montrent comment elle est réinterprétée. Elle est utilisée aujourd'hui comme métaphore pour parler d'abandon, de violences faites aux femmes, et elle reste étroitement liée à des lieux spécifiques, surtout là où il y a de l'eau, le centre historique de Mexico, les rivières, les canaux de Xochimilco. Donc, si l'on tire une conclusion de cette immersion, la Llorona est bien plus qu'un fantôme qui effraie les gens. Bien plus. Elle est un miroir. Qu'il s'agit d'un miroir complexe reflétant l'histoire du Mexique, ses peurs, sa culture. Elle reflète ce mélange, le syncrétisme entre le préhispanique et le colonial, le traumatisme de la conquête, la difficulté de construire une identité métisse. Son lamentation, en bref, est comme une capsule temporelle pleine de douleur, mais aussi d'histoire et d'une incroyable persévérance. Elle nous laisse à penser, bien sûr, comme une légende née de la perte, d'un avertissement. La morale ne cesse d'évoluer, s'adaptant et trouvant un sens aux problèmes d'aujourd'hui. Et quels autres fantômes, quelles autres lamentations de l'histoire collective, rôderont encore, n'est-ce pas? Dans l'attente, nous les comprenons.